Donc, vous pouvez lire un peu, pour voir un peu toute l'explication que j'ai mis sur cette page-là de sécurité. Parce que avec la nouvelle application qui a été mise à disposition, elle est bien sécurisée et propre à être livrée sur le net et est prête à faire face à la plupart des attaques Internet. Du coup, je vais revenir à la page principale. Je vais me connecter. J'ai un user que j'avais déjà créé là. Je me connecte à ça vite fait. Si vous voulez créer, vous allez aller dans inscription pour créer. Comme moi, j'en ai déjà, je fais me connecter. Je suis connecté là. Voilà. Et quand je vais dans connecter là, je peux venir dans Generate API Key. Lui-même m'envoie là directement. Et là-dedans, là, je peux voir la liste des clés que j'ai. Et si je veux créer une clé, je n'ai qu'à mettre le nom de ma clé ici. Le nombre de jours de validité que je veux donner à la clé. Voilà. Les autorisations que je veux donner à la clé. Et je vais faire Generate API Key. Quand je fais Generate API Key, il m'affiche la clé ici que je peux copier. Puisqu'il me dit ici que, attention, cette clé ne sera plus jamais affichée. Donc, il me conseille, en fait, je conseille, c'est moi qui ai fait, du coup, je conseille là de copier la clé et puis de stocker la clé là où vous voulez, quoi, ailleurs. Parce qu'une fois que cette page sera rafraîchie, vous ne verrez plus jamais cette clé. Tout ça et toute cette manière de faire fait partie toujours des procédures de sécurisation, de sécurité. Donc là, je fais copier, je le sauvegarde là où je veux. Je peux me le sauvegarder. Je vais le sauvegarder quelque part ici. Voilà, je le sauvegarde sur mon deuxième écran. OK. Et actuellement, j'ai 1, 2, 3, 4. Quand je vais faire actualiser là, mon application Toto que je viens de créer là, il est déjà là. Vous voyez? Celle que je viens de créer. Son statut actif. Et si je veux le révoquer, je peux le révoquer là. Du coup, le supprimer quoi. Du coup, si j'actualise cette page-ci, vous voyez, et la clé a disparu. Et je ne la reverrai plus jamais. Maintenant, si je veux révoquer l'application, je n'ai qu'à venir ici, cliquer sur révoquer. Supposons que je veux révoquer cette clé-ci par exemple. Je vais faire révoquer et c'est bon. L'application a été révoquée et puis elle n'apparaît plus dans notre liste. OK. Donc, ceci étant présenté, passons dans le code. Donc, pour le faire, j'ai mis ici une procédure pour le faire. J'ai listé un peu ici la procédure que j'ai suivie, ou du moins les grandes lignes. Donc, j'ai d'abord commencé par installer Nginx d'abord. Donc, pour installer Nginx, vous pouvez aller regarder la formation que j'ai faite qui s'appelle F1 Flask API, ou encore aller regarder son GitHub. Sinon, vous pouvez ne pas partir regarder et suivre directement cette procédure que j'ai mise à disposition ici pour installer Nginx. En gros, ça commence à partir d'ici en vrai. Voilà. Le premier, c'est pour vérifier s'il y avait un Nginx qui existait déjà ou pas. Du coup, vous pouvez suivre cette procédure pour l'installer. Et vous faites ceci pour vérifier si la config est correcte ou bien s'il y a des erreurs dans la config. Vous pouvez le start ou le reload ici, ou encore regarder le statut de Nginx là. Ensuite, maintenant que vous aurez installé votre Nginx, il faudra maintenant configurer ces fichiers en fait. Donc, nous allons d'abord commencer par créer une configuration globale dans le fichier nginx.conf
qui est situé dans ce répertoire-là. Et ensuite, nous allons éditer un fichier qu'on va appeler fastapi.etlbtc.conf qui sera le serveur de notre site en fait. Du coup, nous allons le configurer celui-ci. Du coup, on aura deux fichiers à configurer dans Nginx. On aura le fichier global de configuration de Nginx et le fichier de notre site qu'on veut exposer et qui sera dans Nginx. Voilà un peu. Donc le reste, cette partie, je ne l'ai pas utilisée. Mais si vous voulez, vous pouvez l'utiliser. C'est l'un ou l'autre. Soit vous utilisez ce dossier et vous n'utilisez pas ceci. Sinon, vous utilisez ce dossier, mais dans ce cas, vous n'utilisez pas ceci. Et surtout, ne faites pas l'erreur de mettre le même fichier aux deux endroits. Sinon, vous aurez un message d'erreur comme quoi le fichier est en doublon. Ensuite, une fois qu'on a fini cette partie, l'un ou l'autre, il faut maintenant créer les liens symboliques pardon, vers les sites autorisés dans le dossier site enable. Ici, en faisant un symlink de ce fichier-là, en fait, vers ici. OK. Donc, je disais tantôt que les principales choses qu'on va faire ici, c'est de configurer le fichier ngis.conf et puis fastapi.etlbtc.conf. Commençons par le fichier ngis.conf, c'est ça que j'ai commencé ici. De A, édition du fichier ngis.conf. Donc, donc, nous allons d'abord renseigner notre algorithme de chiffrement. Ici, on utilise l'algorithme proposé par Mozilla, qui est assez bien sécurisé là. C'est assez long, mais c'est bien sécurisé par contre. Donc, c'est ça qu'on va utiliser là. Maintenant, si on ne souhaite pas l'utiliser, on peut nous-mêmes générer notre algorithme de sécurité ici. Mais c'est souvent recommandé d'utiliser celui qui est proposé par Mozilla parce qu'il est assez bien sécurisé. C'est ce que nous allons utiliser dans notre configuration. Ensuite, si je passe au fichier fast API ETL BTC, nous allons créer nos certificats pour pouvoir insérer les lignes de nos certificats dans ce fichier-ci. Nous avons le choix. Si on est en dev, on peut utiliser ser MK7 comme on l'a utilisé précédemment. Du coup, on installe MK7, on l'initialise comme étant notre autorité de sécurité, puis on crée notre certificat ici. Pardon, ici. On crée notre certificat là. Une fois qu'on crée notre certificat avec cette ligne-là, on part maintenant dans notre fichier fastapi etlbtc.conf et on l'édite en renseignant le chemin où se situent nos certificats que nous avons créés à l'intérieur. Si on veut, on peut vérifier la date d'expiration de nos certificats avec cette commande-ci qui est là. Maintenant, si on ne veut pas utiliser MK7, c'est-à-dire qu'on n'est plus en local, et on veut l'exposer sur un site web et sur le net en fait. Du coup, là, on ne veut pas utiliser MK7, non, mais on va utiliser Let's Encrypt dans ce cas-là. Et pour le faire, nous allons utiliser setbot Nginx. Pour le faire, du coup, on va d'abord installer setbot Nginx là. Voilà. Ensuite, nous allons générer notre certificat en précisant le nom de domaine que nous avons acheté et sur lequel nous exposons notre application. Nous allons préciser le nom de domaine là. Voilà. Comme ça, il va nous créer le certificat et il va automatiquement aller mettre à jour Nginx pour qu'il prenne et pour qu'il soit configuré automatiquement en prenant en compte les chemins des certificats qu'il a générés.
Et si on veut activer le renouvellement automatique de ce certificat, nous allons exécuter cette commande-là qui va entrer le job dans un chrono en back-end pour pouvoir mettre à jour le certificat. Souvent les certificats Let's Encrypt sont de 90 jours, c'est ça je crois. Du coup, comme ça, dès que le certificat arrive à expiration, il sera automatiquement mis à jour. Vous n'avez pas besoin de venir vous connecter à nouveau chaque fois pour le faire manuellement. Mais si vous voulez le faire manuellement, vous avez la possibilité de le faire. Maintenant, si en temps et la configuration n'a pas été bien envoyée dans votre fichier config, vous pouvez ici, vous pouvez éditer en fait votre fichier vous-même manuellement, tranquillement, en envoyant à l'intérieur l'adresse où cette bot a déposé vos certificats Let's Encrypt. Du coup, ces trois lignes-là, vous devez les envoyer dans ce fichier-ci. Voilà. Il faut savoir que cette bot va vous créer quatre fichiers. Un fichier 7.pm private key, public key, la clé publique et puis la clé intermédiaire. Et la même chose aussi, ici, vous pouvez vérifier la date d'expiration du certificat. Maintenant que j'ai montré ça, ensuite nous allons générer le DH param. Pour le faire, nous avons deux possibilités. Nous pouvons le faire en local en utilisant cette commande-ci. Pour SSL out, vous mettez le chemin de destination et vous mettez le niveau de cryptographie que vous voulez là. 4096, c'est quand même élevé. Généralement, les gens restent au niveau de 2048. Voilà, mais vous pouvez aller à 496 si vous le souhaitez. C'est ce que moi j'ai fait par exemple. Ou encore, plutôt que de le faire localement parce que cette commande, elle prend du temps pour tourner. Voilà. Vous pouvez aller récupérer directement sur le site de Mozilla directement en faisant un cœur là comme ceci. Voilà, vous allez récupérer un certificat. Bon, c'est pas un certificat, mais c'est une, une clé de chiffrement déjà bien fait déjà au niveau 4096 plutôt que de le faire en local. Une fois que vous avez votre clé, il faudra maintenant aller dans le fichier n10.conf et le fichier fastapi.conf et renseigner à l'intérieur où est-ce qu'il y a votre clé DHParam avec l'option SSL DHParam. Voilà. Maintenant, si comme moi, plutôt que d'aller ouvrir les fichiers directement dans ces répertoires-là pour les modifier, vous n'avez pas fait comme ça et que vous avez créé ces fichiers-là dans votre répertoire de travail, comme moi je l'ai fait là, je l'ai fait dans FK Data Engineer, sur ce chemin-là par exemple. Si vous l'avez déposé là pour l'éditer, du coup il faut alors le copier en fait vers leur répertoire d'exécution où ils doivent être déposés. Donc, c'est pour ça qu'à ce niveau, moi, je copie mon fichier que j'ai édité dans mon VFS Code, je le copie vers son répertoire d'exécution. Je le copie vers son répertoire d'exécution, pardon. Et ici, je lui donne les autorisations qu'il faut. Le show, non, c'est pour lui changer de propriétaire, c'est-à-dire pour lui dire que le root est aussi son propriétaire, parce qu'il faut que root soit son propriétaire pour qu'il puisse s'exécuter. Et ensuite, donner les autorisations qu'il faut maintenant avec du chmod. Je fais également pareil pour le deuxième fichier qui est fast API ETL BTC. Je les envoie vers leur répertoire d'exécution et je lui donne les configurations qu'il faut également. Et je prends le soin juste... non, ici c'est dans confd. Voilà. Si en temps je déposais mes fichiers dans confd, il faut que je prenne le soin de le supprimer s'il existait dans site available.
Mais si je décide d'utiliser site available pour déposer le serveur de mon site, alors il faut que je prenne le soin de le supprimer de conf.d si le fichier y était. Donc c'est pour ça que, en fait, ceci ou ceci, c'est l'un ou l'autre. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est un des deux dossiers là qu'on utilise entre conf.d et puis site available. Donc si vous utilisez conf.d, c'est cette procédure qui vous concerne. Et si vous utilisez site available, c'est cette procédure qui vous concerne. OK. Une fois que ça c'est fait, maintenant, nous allons créer le Symlink. Mais avant de créer le Symlink, je me rassure bien sûr qu'il n'y a pas un fichier déjà linké à l'adresse site enable. Du coup, je fais un R1 pour le supprimer s'il existait. Et puis ensuite, je fais mon Symlink pour, euh, pour l'envoyer vers site enable. Une fois que ça c'est fait, nous allons maintenant vérifier si notre configuration Nginx et s'il y a des erreurs dedans ou bien si ça fonctionne bien avec cette commande-là. Et quand on vérifie ça, on pourra le reload. On pourra le reload et puis faire un status pour voir. Ensuite, nous pouvons également faire un curl, puisque nous sommes en HTTPS du coup moins VK. Du coup, on peut faire un curl moins VK HTTPS pour voir un peu est-ce qu'on a une sortie correcte ou pas. Et après, si vous voulez faire d'autres tests, j'ai mis des trucs en bas ici que vous pouvez lire pour voir. Maintenant, j'ai montré la procédure là et puis les variables qui ne sont pas natifs dans nos fichiers conf, ng10.conf et puis fastapi.conf. J'ai montré comment générer ces variables-là pour les renseigner à l'intérieur. Mais je ne vous ai pas encore montré l'intérieur de nos fichiers ng10.conf et puis fastetlbtc.conf. Donc allons regarder un peu. Voici l'intérieur de mon fichier ng10.conf. Je l'ai bien commenté. J'ai expliqué, j'ai vraiment ajouté beaucoup de commentaires pour essayer de vous expliquer ce que fait chaque ligne. Voilà. Vous pouvez lire pour voir un peu ce que fait chaque ligne. Et puis mon SSL cipher que j'ai créé, dont j'ai parlé en première position, c'est ici que je l'ai déposé. Voilà. Vous pouvez le lire, j'ai mis pas mal de commentaires à l'intérieur. Normalement, avec ça, franchement, vous avez de quoi bien comprendre la structure. Il y a pas mal de choses dedans. Je ne peux pas tout expliquer là, sinon ça va se transformer en un cours de sécurité informatique, ce qui n'est pas le but de cette formation. C'est une formation de data engineer, mais non pas de sécurité informatique. Pour autant, c'est important quand même d'avoir certaines bonnes pratiques en termes de sécurité quand vous êtes data engineer ou MLOps engineer. Ou de tant que vous livrez une API à l'extérieur, c'est toujours bien d'avoir certaines bonnes pratiques pour la sécurité. Donc voici le contenu de notre fichier ngis.conf. Maintenant, regardons le contenu de notre fichier fastetlbtc.conf. Il est là. Voici le contenu de notre fichier fast. Je vais déplier ceci. Du coup, je disais tantôt que voici le contenu de notre fichier fastapi etlbtc.conf. J'avais activé un upstream ici, mais je l'ai désactivé parce que j'ai préféré rentrer l'adresse IP manuellement à l'intérieur de mon serveur SSL. Ici, c'est le serveur qui lit le port 80 ici. Vous pouvez le lire pour voir un peu comment est-ce que je l'ai conçu. Et en bas ici, on a le serveur SSL.
qui écoute dans le port 443. C'est celui qui nous intéresse, nous, puisque nous voulons livrer notre application en SSL, en HTTPS. Donc, vous pouvez le lire ici. Le SSL cipher, il est aussi là. Et ici, vous allez également voir ici vers, euh, les chemins vers les clés de sécurité. Et ils sont ici. On a le SSL Certificate, qui est le chemin vers la clé de notre certificat. Et SSL Certificate Key, qui est le chemin vers la clé privée. Ici, c'est du M47 parce que je suis en local. Et une fois que je passe en production, ça ne sera plus ceci. Je vais le modifier et mettre le chemin vers la clé Let's Encrypt. Et ici, c'est le SSL DH param qu'on a généré ou qu'on a récupéré depuis Mozilla qui est là. Alors, ça c'est fait. C'est juste à la fin, j'ai commenté un truc que vous pouvez activer selon le besoin. Ici, c'est si on veut autoriser une adresse IP spécifique pour accéder à une URL spécifique sur notre application. Ici, il s'agit des métriques pour envoyer les données à Prometheus, en fait, à un serveur Prometheus. Du coup, ici, vous pouvez le décommenter pour activer une adresse IP en particulier, si vous voulez, ici. Vous renseignez l'adresse IP de votre serveur Prometheus ici, et il pourra avoir accès à ça. Et en fait, il sera le seul qui aura accès à ça. Parce que en bas, ici, on a un Denny Hall. Du coup, toute autre adresse qui n'est pas dans le hello d'ici sera rejetée. Voilà. Donc, voilà un peu. OK. Mais moi, dans ma config ici, je l'ai mise en commentaire. Je l'ai mis là parce que je peux l'activer à tout moment. Mais d'abord, je l'ai mise en commentaire parce que sur mon serveur Prometheus, je lui ai demandé de se connecter en fait à ma métrique avec un login. J'ai créé un crédential de connexion avec login et mot de passe que j'envoie à mon Prometheus pour qu'il puisse se connecter à cette métrique directement. Et c'est seulement et ceux qui ont le login et le mot de passe qui peuvent s'y connecter. Si vous n'avez pas le login et pas le mot de passe, vous ne pouvez pas vous connecter à cette page-là qui est sur le site. Parce qu'il ne faut pas la rendre publique assez, il ne faut pas donner accès à cette page au public en fait. C'est une page pour les développeurs et pour les internes, pour auditer l'application.